vous ont plus marqué que d'autres? Non, dans le film, moi, elles m'ont toutes marqué, mais la vraie rencontre, parce que c'est marrant, et c'est quand on fait des interviews là ces jours-ci, on n'a pas le même point de vue du film. Moi, la rencontre d'Agnès est ma grande rencontre du film, en fait. Et donc, bien sûr qu'on est parti à travers la France à rencontrer plein de gens. C'était une aventure incroyable, certains qu'on connaissait, d'autres qu'on ne connaissait pas, d'autres qu'on se présentait l'un l'autre. Mais en vrai, il faut vraiment s'imaginer que tous collaborer en tant qu'artiste, c'est déjà très dur. Même sur un tableau, ou sur une œuvre, ou même de faire, je sais pas, quel que soit le travail que vous faites, de faire quelque chose vraiment avec quelqu'un, c'est déjà pas simple. Surtout dans l'art où il n'y a pas de règles, je veux dire, il n'y a pas une bonne manière ou une mauvaise manière de le faire. Donc de faire tout un film ensemble, bien sûr qu'on en a discuté, débattu. Alors moi je dis qu'on s'est même battu, mais elle dit non, on a juste parlé. Mais au début, j'avais même pas le droit de la filmer. Je me prenais des coups comme ça sur l'appareil. Elle était contre tout ce qui était réseaux sociaux, elle était contre Internet. Et donc on a appris à se connaître, mais tout au long des voyages. Et en fait, on passait beaucoup de temps entre chaque prise, entre allez, qu'est-ce qu'on va faire, puis on va être plutôt dans ce village, dans celui-là, puis on aime bien tous les deux faire des siestes. On a vraiment appris à se connaître comme ça au fur et à mesure. Donc pour moi, cette rencontre... Question, on te demande quelle rencontre. Attends, c'est pas une rencontre, t'es pas une rencontre du film? Ah oui. Bon, dans les personnages, qui sont pas des personnages, mais des personnes qu'on a rencontrées, c'est impossible de dire une. D'ailleurs, moi, quand il faut choisir, quand on me dit lequel film tu préfères, j'en ai un, au moins 2 ou 3. Parce que c'est pas en échelle de valeur plus ou moins. Mais plusieurs personnes rencontrées m'ont impressionné. Je dois dire, et on l'a mis au début du film parce qu'on a eu un choc avec elle, cette dame Janine, qui restait une des dernières maisons des Corons, qui ne voulait pas partir et qui savait qu'elle partirait, et qui vivait comme ça ses derniers moments dans cette maison, en parlant de son père qui était mineur, et tout ce qui a été évoqué fortement, même si c'est dans le passé, ce qui n'était pas notre projet de parler des vieux et des gens, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup impressionnée. Un autre qui m'a impressionné énormément, c'est cet homme qu'on a rencontré par hasard dans l'usine, qui était bien habillé, parce qu'il était venu boire un coup, parce que c'était le dernier jour où il était à l'usine. Le type qui part à la retraite le lendemain matin, et que là, il est pour son dernier jour à l'usine. Il m'a tellement impressionné avec ce très beau visage grave, et qui dit de façon si calme, comme ça, qu'il a l'impression d'être au bord d'une falaise et qu'il va tomber. Il m'obsède un peu. Des fois, je pense à lui, je me dis, et comment il passe sa retraite maintenant? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il s'est habitué? Et tout ça. Parce que pour nous, on a vraiment rencontré des personnes avec qui on a sympathisé, en tout cas dans du tournage, et qui comptent. Et ben, il y en a, moi, il y a un qui n'est pas spectaculaire, mais que j'aime beaucoup, c'est cet agriculteur tout seul avec son ordinateur, et qui passe des mois à cultiver 800 hectares tout seul. Je me suis dit, non seulement l'agriculture a changé, tout a changé, mais est-ce qu'on peut imaginer faire un travail si dur, un travail agricole, juste tout seul avec un ordinateur? Donc, il y a des choses, c'est des situations qui m'ont frappée. Puis j'aimais bien la dame qui défendait les cornes de ses chèvres aussi. Vraiment, ce sujet qui nous est tombé dessus, si je peux dire. Maintenant, vous ne pourrez plus voir des chèvres sans regarder les cornes. C'est vrai. J'espère que tous ne vont pas choisir cette situation de leur brûler les cornes pour qu'elles ne se battent pas et donc qu'elles produisent un petit peu plus de lait. C'est un truc qui m'a dégoûté, chaviré. Alors ça semble bizarre, est-ce qu'on a traversé la France pour rencontrer des chèvres? Eh ben oui. D'ailleurs, à un moment, on cherchait un titre. Et tu avais dit... Et pourquoi pas une chèvre? Moi, je voulais que le titre, je m'étais battu pour que le titre soit « Et pourquoi pas une chèvre ?» C'est quand même pas un documentaire animalier. Non, mais moi aussi, on vous disait des trucs bizarres, le pain d'alouette, des trucs. Et puis après, on s'est dit, on va dire un titre qui est un programme, voilà. Visage, village, tout est dit au fond. Vous n'avez pas besoin de voir le film. Je dis beaucoup de bêtises à la minute, oui. Dans le film, vous parliez d'une mise en abîme, c'est Agnès qui disait ça, qui parlait de mise en abîme. Bon, on a vu une séance de cinéma à l'aveugle sur quelqu'un qui met des yeux partout, mais qui ne montre jamais ses yeux. C'est rigolo.
dit qu'il aime beaucoup le film, que c'est un documentaire, un de tes meilleurs documentaires de toute ta carrière. Et il trouve que tu devrais faire plus de films à duo comme ça. Attendez qu'il vous refasse un peu là. Est-ce que quelqu'un peut faire une traduction plus Je répète plus fort? Oui, un peu plus fort. Allez, top. Ok, je disais que c'était une mise en abîme, on a assisté à une séance à l'aveugle sur quelqu'un qui met des yeux partout, surtout Gère, mais qui ne montre jamais les siens. Et je voulais juste insister en fait sur le paradoxe un petit peu de quelqu'un qui aime à mettre des yeux partout, le symbole que ça représente, mais qui veut jamais montrer les siens, comme s'il prenait ses yeux et qui, hop là, il les mettait un petit peu partout. Je voulais savoir le symbole de ça, parce que vous en jouez pas particulièrement d'avoir des lunettes en permanence, mais finalement c'est devenu effectivement une blague entre Agnès et vous. Et je suppose que c'est pas complètement innocent non plus. Non, non, bien sûr. Et je le réexplique très souvent à Agnès encore aujourd'hui, parce qu'en fait, au quotidien, j'ai pas mes lunettes. C'est juste quand il y a des photos ou des vidéos, des choses comme ça que je les mets. Mais il faut savoir que c'est vrai qu'en France, parce qu'à la base, ça a commencé du fait que je faisais du graffiti quand j'avais 17-18 ans, donc on est obligé de se cacher, sinon on paye les amendes, donc on se cache derrière des pseudonymes. D'où ce pseudonyme Gère que j'ai depuis l'âge de 13 ans, parce que j'ai vraiment commencé le graffiti très jeune. Et puis ensuite, mais vous pouvez retrouver d'ailleurs sur internet des vidéos quand j'avais, je sais pas, 17-18 ans, où j'en faisais dans Paris, et j'avais pas de chapeau de lunettes, j'étais juste masqué avec un truc comme un nomade autour de la tête, et on voyait finalement mes yeux. Et c'est que plus tard, en fait, que ça devenait compliqué quand je faisais des interviews, parce que j'avais un truc complètement qui m'emmitouflait tout le visage, et donc on ne comprenait pas vraiment ce que je disais. Et donc un jour, je me rappelle, il y avait une petite équipe de télé qui m'a dit, écoute, on va te suivre pendant 2 jours, il faut que tu trouves une autre solution. Et j'ai été à Monoprix, j'ai acheté un chapeau, des lunettes, et j'ai vraiment gardé ça depuis. Mais aujourd'hui en France, ça ne me sert plus à grand chose de ce semi-anonymat, sauf que je ne travaille pas qu'en France, je fais ce type de projet sans autorisation un peu partout. Et récemment en Turquie ou en Corée du Nord ou dans d'autres pays, je me suis fait expulser ou j'ai eu des amendes à payer. Là, je suis en train de faire quelque chose à la frontière du Mexique, donc je passe la frontière tous les jours, plusieurs fois quand je suis là-bas. Je ne pourrais jamais le faire sous ma vraie identité et ça me permet encore de le faire. Alors, je ne sais pas combien de temps je pourrais le garder, mais disons qu'en France, bien sûr, ça ne me sert à rien. Malheureusement, sachant que tout est globalisé, si je les enlevais ici, ben, je ne pourrais plus faire certains projets dans des pays où les droits ne sont pas les mêmes qu'en France. Et c'est toujours assez frappant. Je peux être dans un pays en train de coller une affiche dans un grand musée et le lendemain dans un autre où d'un coup c'est un crime et c'est pas du tout perçu comme de l'art. Et on vit encore ce moment, il suffit de prendre un avion, de partir, de changer de contexte et d'un coup l'affiche ne veut plus dire la même chose et il y a encore des pays où je dois le faire sous couvert d'anonymat. Mais ce que vous avez soulevé comme question et comme cas, c'est que beaucoup d'entre nous vivent dans le paradoxe. Et c'est un paradoxe, effectivement, de cacher ses yeux et d'être obsédé par les yeux, d'en mettre partout, y compris si vous avez pris le train à la gare de Lyon pour aller vers Lyon, on voit 2 grands des bidons, des bétons-citernes, où il y a des yeux. Tu as fait ça il y a déjà longtemps. Et il a mis des yeux partout, au Kenya, ou partout. Alors, ce truc-là d'être obsédé et de tomber sur une qui ne voit pas très bien, bon, ça fait beaucoup de yeux, pas de yeux. Non, comment ça? La foule, peut-être. Vous savez, le fait d'être artiste en soi est un paradoxe, parce que on veut en même temps, dans ce qu'on a fait, être modeste, mettre les gens en avant, les mettre en valeur, vraiment, et c'est un projet sincère, mais quand même, on est content, on est toujours un tout petit peu narcissique, quoi. Moi, je m'en veux, mais c'est un peu normal. On a envie de plaire, de faire des films qui plaisent aux gens et qui nous aiment. On veut tous être aimés. Moi, je trouve que c'est pas anormal de dire ça. Pas n'importe comment, mais quand on fait un film, on a envie que les gens l'aiment. Non, et puis en fait, mes yeux, Agnès les voit souvent. Moi, je les montre tous les gens que j'ai photographiés. D'ailleurs, dans beaucoup des contextes où j'ai été, en fait, peu importe si j'ai des lunettes, un chapeau ou pas, je suis complètement inconnu puisque je change de pays dans des endroits où on ne me connaît pas du tout. Donc quand je travaillais dans les favelas, par exemple, je travaillais sans chapeau, sans lunettes, en collé tous les jours. Et en fait, les journalistes ne pouvant pas monter de toute façon, il n'y avait pas de photos qui étaient prises là-haut. Donc tous les gens ont toujours vu mon visage, ils ne se sont jamais posé la question. C'est plus un rapport avec l'image, mais c'est un très bon... je veux dire, c'est marrant
que je me sois retrouvé à mettre des yeux alors que je cache les miens, mais je les cachais bien avant de commencer à mettre des yeux. Il se trouve qu'avant j'écrivais, pour le coup j'ai vraiment commencé à écrire juste JR partout, ce qui est un peu... voilà, c'est du graffiti, le concept du graffiti c'est de marquer son nom partout, puis j'ai fini par écrire en fait le nom des autres sur les murs à travers la photo, et à pu signer, puisque aucun des tirages, des collages, des trucs n'est signé. Donc en fait tout ce que je mets dans la rue, de la chèvre aux yeux dont tu parlais, il n'y a jamais rien écrit, donc la plupart des gens ne savent même pas qui c'est. Et ça c'est aussi quelque chose, tout le travail dans la rue est gratuit, il n'a pas de copyright, n'importe qui peut en faire des photos, il n'y a jamais de marque, jamais de sponsor, jamais de financement d'entreprise, donc c'est toujours, c'est quelque chose que je tiens depuis le départ et que je continue à faire comme ça et que j'impose sur tous les projets que je fais. Et aujourd'hui, n'importe quelle expo en musée ou autre, on vous demande de prendre un sponsor ou de travailler avec une marque. Et voilà, c'est un autre combat que je mène en parallèle de ça. Et je le fais aussi par respect pour les gens que j'ai photographiés et collés, parce qu'eux n'ont pas décidé de participer à ce projet pour vendre du dentifrice ou des petits pulls ou des petites écharpes de grand-mère. Mais moi aussi, je suis contre. J'ai plus jamais... Pourtant, c'est vrai que c'est un truc qu'on a. Beaucoup de cinéastes que je connais font entre les films des pubs pour se faire de l'argent. Et moi, je ne veux pas vendre des cosmétiques. Je ne veux pas vendre des bagnoles. Donc, je ne fais pas de pub. Voilà. Non, mais c'est pas très important, ça. Ah, il y a peut-être une autre question. C'est ce que j'allais dire. Une mini question, du coup. Oui. C'était pour Agnès, du coup. Et je me disais, il y a beaucoup de réalisateurs, quand on leur pose la question, le cinéma, pour eux, c'est l'art du flou. C'est l'art du flou. L'art du flou. C'est savoir détourer ces personnages pour les faire ressortir sur du flou. Je veux savoir, juste pour Agnès, si cette vision qu'elle avait et que vous avez reproduit à l'image, si c'était apaisant ou si elle vivait dans un film, ou comment ça marche. Quelle drôle d'idée de croire que c'était l'art du flou. Il y a quand même beaucoup de cinéastes qui cherchent non seulement le net, mais le extra net avec des profondeurs de champ. Rappelez-vous les plans de Orson Welles où on voit aller jusqu'au plafond, les grands angles. Bon, regardez William Klein qui fait des trucs comme ça avec des 28, tout ça. Je crois que chaque cinéaste, comme chaque photographe d'ailleurs, choisit ce qu'il veut faire, flou, net, comme ça. Là, c'est-à-dire que j'ai plus tellement le choix, non pas dans les photographies que je fais, parce que là, de toute façon, je prends toujours des appareils avec focus automatique, donc je m'en fiche que moi je vois